Et dans l'info, bienvenue à tous. Les titres de ce journal. L'ambassadeur du Japon près le Bénin était face aux hommes des médias ce lundi pour faire le point de la récente visite du ministre béninois des Affaires étrangères au Japon. La République démocratique du Congo, un des poumons verts de la planète, est menacée par l'exploitation forestière illégale. Entre 2013 et 2017, 78% des exportations de bois sont parties vers la Chine et le Vietnam. Le président français Emmanuel Macron est accueilli pour la première fois par le pape François, une rencontre qui serait centrée sur la question des migrants à l'heure où ce dossier déchire les Européens. C'est tout pour les titres. Si vous venez de nous rejoindre, merci de rester pour la suite de l'information. Conférence de presse de l'ambassadeur du Japon près le Bénin. C'était dans l'après-midi de ce lundi 25 juin 2018 dans les locaux de l'ambassade. Au menu, le contenu de la visite officielle des ministres béninois des Affaires étrangères et des Finances au Japon du 18 au 21 juin 2018, compte rendu Fréjus Sewan. Du 18 au 21 juin 2018, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères, était au Japon sur l'invitation du ministre des Affaires étrangères japonais Taro Kono. Face à la presse ce 25 juin, l'ambassadeur du Japon au Bénin a déclaré qu'au cours de cette rencontre, les deux ministres ont pris l'engagement de renforcer leur coopération à tous les niveaux. Le Bénin s'est ainsi engagé à soutenir les candidats japonais pour les postes internationaux, mais aussi la candidature du Japon pour l'organisation à Osaka de l'exposition universelle de 2025, Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. À ce sujet, le ministre Agbenossi a réitéré le soutien du Bénin à la candidature de la ville de Osaka pour accueillir la dite exposition dont l'élection est prévue en novembre 2018. Les deux ministres ont également évoqué les différentes candidatures japonaises aux différentes institutions internationales. Et le ministre Agbenossi a confirmé le soutien du Bénin en faveur des candidats du Japon pour des élections internationales, y compris l'élection des membres non permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2022. Les retombées de cette rencontre pour le Bénin sont d'abord financières. Au cours de cette réunion ministérielle, les ambassadeurs du Bénin et du Japon ont procédé à la signature de l'échange de notes relatives à l'assistance alimentaire de l'année fiscale japonaise 2018. Pour un montant total de 300 millions de yens japonaises, soit environ 1,5 milliard de francs CFA, en présence des deux ministres. Mais le Japon veut désormais prendre une part plus importante dans le développement du Bénin, notamment sur le plan des infrastructures. En parlant de la coopération pour le développement, le Japon s'intéresse à élargir les éventails de nos domaines d'intervention au Bénin. Bien sûr que nous allons continuer à intervenir dans les domaines traditionnels tels que la santé et l'hygiène, l'éducation et la formation, le secteur primaire comme l'agriculture et la pêche, mais nous portons désormais nos intérêts à l'infrastructure, surtout l'aménagement du transport dans le ville de Cotonou. Les deux ministres ont évoqué notamment le projet de construction d'un échangeur au carrefour CFAO-Toyota dans le cadre de l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Japon ont aussi évoqué le dossier nord-coréen et souhaité une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, a aussi ajouté l'ambassadeur du Japon au Bénin, Kiyofumi Konishi. Environ 600 000 tonnes, c'est le nouveau record des acteurs du coton pour la campagne cotonnière 2017-2018. Un résultat satisfaisant présenté ce lundi à Cotonou aux partenaires techniques et financiers. Reportage.
597 985 tonnes, c'est le record de la campagne cotonnière au titre de la saison 2017-2018. Pour présenter ce résultat encourageant, les acteurs du secteur cotonnier étaient face aux partenaires techniques et financiers. Le président de l'AIC, Association interprofessionnelle du coton, plante le décor. Cela paraît un miracle, mais c'est avec le même Bénin, avec les mêmes hommes. Nous n'avons pas augmenté la superficie du Bénin. Nous n'avons pas changé la tête des Béninois, c'est avec les mêmes têtes que nous avons appris à travailler, mais travailler autrement. À sa suite, le directeur des opérations et le directeur technique de l'AIC présentent dans un style comparatif avec les années antérieures à 2016 les prouesses faites cette année sans subvention de l'État. Il ressort que de 306 000 hectares emblavés en 2015-2016, la superficie totale emblavée pour la saison 2017-2018 est de 530 145 hectares et un coton de second choix de très faible quantité, soit 1452 tonnes, 0,24% des 597 985 tonnes. Le résultat obtenu pour cette campagne a impacté toutes les couches qui interviennent dans la chaîne cotonnière. Ainsi, il résulte que les transporteurs ont été payés à plus de 47 milliards, les taxes payées à l'État s'élèvent à environ 12 milliards et les autres intervenants ont bénéficié de plus de 9 milliards, sans oublier les producteurs qui ont bénéficié du gros lot. La campagne est effectivement passée de bon train jusqu'à son résultat positif. Les 597 900 et quelques tonnes achetées ont été intégralement payées aux producteurs. Personne ne doit à l'autre. Pour la campagne 2018-2019, les différents acteurs s'engagent à battre le record de cette année en allant jusqu'à environ 600 000 hectares de superficie à emblaver avec un fort engagement du directeur de la SODECO. Je dirais simplement que les producteurs de coton et de vivriers peuvent compter sur la SODECO, sur sa disponibilité à mettre à leur disposition des intrants de qualité. Tout se passera comme prévu. Pour preuve, la SODECO a déjà anticipé en procédant à la commande d'intrants complémentaires. Vu l'engouement que les producteurs développent, ils auront tout d'ici le 2 juillet, j'aurai fini avec les bateaux. Avant 2016, le rendement par hectare était de 877 kg. En 2016-2017, il est passé à 1 tonne 117. Et pour 2017-2018, la moyenne est proche de 1 tonne 200 à l'hectare. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dessouilly, vise grand et pour ce faire, il reste optimiste. Au 20 juin, nous sommes déjà à plus de 300 000 hectares. Il y a eu pluie il y a 2 jours. Il y a encore eu forte pluie dans toute la Liborie hier. La décade du 20 au 30 sera une décade productive. Dans tous les cas, le record de cette année sera battu. Les indicateurs sont là. Simple. Face aux inquiétudes des partenaires techniques et financiers par rapport à la préservation des sols, les acteurs du coton béninois ont également promis produire en respectant les normes et faire les choses de façon écologique. Quant aux taxes dégagées sur le profit généré par le coton, il y a une taxe de développement local que prélève la commune à raison de 2 francs par kilo, ce qui fait bénéficier à la commune de Banikwara 280 millions de francs CFA pour 142 000 tonnes de coton produit. Dans quelques semaines, le démarrage des examens de fin d'année scolaire 2017-2018 au Bénin. Pendant ce temps, une autre contrainte qui préoccupe les candidats, parents d'élèves et enseignants est l'état dégradant de certains centres de composition à cause des flaques d'eau pendant cette saison pluvieuse. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le constat est déjà là. C'est Roland Laurent Tonekes et Fréjus Fiorci qui ont fait ce reportage. Suivez. Cours d'école inondés et remplis d'herbe. C'est le constat désolant fait ce lundi 25 juin 2018 à l'école primaire publique de Sekandji 2 dans le village d'Alamandossi, commune de Semenkodi. Ce qui expose apprenants et enseignants aux maladies hydriques et aux reptiles. Vous savez, toutes les années l'école est inondée. L'association des parents d'élèves cette année a vraiment pris des dispositions pour empêcher que la cour de l'école soit inondée. Mais vu la nature, la pluie, cela nous a dépassé. Vous pouvez déjà constater qu'à l'intérieur de la cour de récréation même, que c'est rempli d'eau. Non seulement d'eau, mais d'herbe également. Une situation qui rend du coup difficile l'accessibilité aux salles de classe. L'association des parents d'élèves a dû positionner des pneus servant de support pour le passage des instituteurs et des écoliers. Cette école est
retenu pour être un centre de composition du certificat d'études primaires CEP qui démarre le 2 juillet prochain. Et pour preuve, les enfants sont en pleine composition du CEP blanc. Cette situation d'inondation peut s'empirer en cas de nouvelles pluies. Parents d'élèves, instituteurs et candidats appellent à l'aide. Oui, il peut nous aider, il peut amener les sables pour remplir les lots là et on va nettoyer notre école et ça va être propre. On va faire le clôture. C'est le moment d'ailleurs de demander aux bonnes volontés de nous aider à faire la clôture de l'école. Parce que si nous faisons la clôture, ça va empêcher les autres qui sortent des vents de siéger au sein de l'école. Parce que comme l'école est ouverte, toutes les voies d'accès également permettent à l'eau de couler vers l'école, ce qui est véritablement une difficulté pour l'association des parents d'élèves. Ici au CEG-Ekpé, c'est l'accès au collège qui est des plus difficiles avec des eaux stagnantes par endroits. Vendeuses et riverains s'en désolent. C'est tout un calvaire pour les riverains qui prennent par ici. Aussi un calvaire pour les enseignants et élèves avant d'accéder sur ce collège. Je ne sais pas ce que nos autorités en pensent. Or, il y a aussi, puisque lorsqu'on parle de la voie, la mairie est là, elle ne peut pas nous dire qu'elle n'est pas au courant depuis fort longtemps. Aussi, les autorités, la direction des examens et concours, nous l'avions sonné à travers les radios sonores pour qu'ils puissent faire une descente pour constater avant le jour réellement des examens. Nous sommes à moins de 2 semaines des compositions du BEPC et une nouvelle pluie pouvait aggraver cette situation. Si les autorités peuvent venir ou des personnes ressources, si nous parlons, si nous citons toujours, si nous disons les autorités, si des personnes de bonne volonté, personnes ressources de bonne volonté ou des ONG peuvent venir voler au secours de ces apprenants et des riverains pour changer l'aspect de cet endroit-là, de la devanture du CG1 d'Ekpé, franchement, je crois que nous leur serons reconnaissants. Le chef service technique de la mairie de Saint-Podji, joint au téléphone, n'a pas souhaité nous rencontrer. Il nous a simplement demandé de saisir le maire Charlemagne Renfort par écrit qui pourra l'autoriser à se prêter à nos questions. De toute façon, nous espérons que ces problèmes seront résolus avant les différentes dates des examens pour le bonheur des candidats, enseignants et parents d'élèves. Et nous restons dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, était ce vendredi en visite à la mairie d'Abomey-Calavi. Il a été reçu par le maire Georges Bada et son conseil communal. Les deux autorités ont abordé des questions liées à l'électrification de certaines zones de la mairie, en l'occurrence le tronçon échangeur Godomé-Akasato, suivant un extrait des propos du ministre à la fin de cette visite. J'ai demandé donc à faire une visite ce matin pour aller au niveau de la direction régionale, regarder un peu les préoccupations de la gestion clientèle, qui est une préoccupation gouvernementale, puisque je représente ici le gouvernement. Et cette visite ne peut pas se faire sans d'abord passer par le maître ou les maîtres de terre, le maître de terre. Donc c'est pour ça que je suis parmi vous pour apporter donc les salutations les plus chaleureuses du ministère, mais surtout du gouvernement, pour vous dire combien le travail que nous faisons, notamment dans le secteur de l'énergie électrique, vise à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens de manière générale et particulièrement à Abomey-Calavi qui a un rôle particulier à jouer dans ce secteur. On peut déplorer que des grands projets routiers de ce type n'ont pas pu prendre en compte cette considération par le passé. C'est bien dommage, parce que c'était le moment pour le faire. Mais évidemment, on a lancé, grâce à la volonté du gouvernement, une expérimentation à Cotonou. J'ai le directeur du département, le directeur commercial qui est là, le secrétaire général, le directeur régional de la SBE, et j'en passe, qui pourront voir avec les autorités communales, en fait, qui ont en charge le secteur, quelles sont les possibilités de coopération qu'il peut avoir.
Conseiller technique à la communication de l'ancien président Boni Yayi, Tirobus Adagbe est devenu un observateur de la vie politique au Bénin. De la proclamation de la normocommunication à quelques jours, Tirobus Adagbe a pris soin d'observer tout ce qui se passe. Il s'est confié à nos reporters à propos de la normocommunication et ce à quoi on pouvait désormais s'attendre. On l'écoute. La compréhension que j'ai eue des conditions dans lesquelles la normocommunication, dont il reste par ailleurs que nous ayons une définition consensuelle, a été proclamée, c'est qu'il faut reconnaître quand même que pendant les 10 ans, de 2006 à 2016, il y a eu de la communication et puis il y a eu de la propagande. Et je sais qu'un candidat pendant la campagne électorale avait clairement évoqué l'idée de trouver les moyens d'empêcher tout ce qui amènerait encore des tendances de culte de la personnalité. Bon, maintenant, il faut se poser des questions sans se faire d'illusions. Est-ce que on peut faire de la communication politique sans faire de la propagande? Personnellement, j'en doute. On peut faire de la communication institutionnelle, on peut faire de la normocommunication, si je comprends, tel qu'on est en train de le dire, pour des institutions. On peut le faire pour des entreprises, dans le monde économique et tout. Pendant les dernières élections présidentielles, est-ce qu'il y a un seul candidat qui a pu ne pas faire de la propagande? Bon, maintenant, nous retrouvons encore à quelques mois d'une autre élection. Je ne vois pas vraiment de façon raisonnable comment quelqu'un peut changer une formule qui gagne. C'est-à-dire, si je fais un type de communication qui me permet de gagner une élection, et que la même élection ou un type d'élection similaire revient, je ne vois pas pourquoi je changerais de méthode. Peut-être que je vais affiner la méthode. Peut-être que tout ce qui a été fait n'était pas forcément nécessaire. Mais je ne suis pas vraiment du genre à croire qu'on peut faire de la communication politique en étant minimaliste. Ça peut marcher dans des pays où le taux d'alphabétisation est très élevé. Je suis tout à fait d'accord que par rapport au culte de la personnalité, vraiment, il faut combattre ça parce que dans tous les cas, ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. Et proposer d'en finir avec, je trouve que c'est vraiment une idée très pertinente. Des propos recueillis par Laurent Tonekes et Damien Pedro. La République démocratique du Congo, un des poumons verts de la planète, est menacée par l'exploitation forestière illégale, une affirmation de l'ONG Global Witness qui demande aux pays importateurs de bois, dont la France, de prendre des mesures. L'ONG déclare avoir enquêté pendant 2 ans sur les activités de North Sud Timber en RDC. 78% des exportations de bois de cette entreprise sont parties vers la Chine et le Vietnam entre 2013 et 2017. L'ONG demande à l'Agence française de développement d'annuler un programme de 18 millions de dollars sur 4 ans qui irait à l'encontre des objectifs de protection du climat et de la forêt et reviendrait à soutenir les entreprises émettrices de CO2 et non respectueuses de la loi. Depuis quelques années déjà, les vergers français font face à l'invasion d'une mouche asiatique dévastatrice pour les récoltes de cerises. Cette année, conjuguée à de fortes pluies, la Drosophile Suzuki fait des ravages dans les récoltes, notamment dans le Lot et Garonne. Reportage. Comme tous les matins, Frédéric fait le tour de son verger de cerisiers. À chaque inspection, c'est le même constat, ces cerises sont infestées. À première vue, certaines grappes semblent parfaites, mais à y regarder de plus près, on aperçoit des petites traces de piqûres, celles d'une mouche asiatique, la Drosophile Suzuki. Elle ponce l'œuf à travers la peau de la cerise, et ensuite le ver se développe à l'intérieur
et la cerise devient toute molle, toute flasque et le jus coule très facilement. Et bon, c'est des cerises qui sont impropres à la vente, elles sont immangeables. Mesurant moins de 4 mm, cette mouche microscopique fait des ravages dans les vergers français. Apparue dans l'Hexagone en 2010, elle a colonisé tous les pays d'Europe occidentale, s'attaquant aux fruits colorés à maturité comme les cerises, les fraises ou encore les abricots. La météo humide des derniers mois a favorisé sa prolifération. En 2 ou 3 jours, la totalité de la récolte peut être perdue. Ça va à une vitesse dingue. Et il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques moyens de lutte, mais pas 100% efficaces. Disons que là, j'ai perdu la totalité de la fin de la récolte. Ouais. Car cette Suzuki n'a pas de prédateur naturel connu en Europe, comme c'est le cas en Asie. Un insecticide puissant, le diméthoate, avait de bons résultats contre ce nuisible, mais il a été interdit en 2016. Les autres ne sont pas efficaces à 100%. À la coopérative où Frédéric envoie sa production, comme une vingtaine d'autres producteurs du Lot-et-Garonne, le constat est alarmant, le volume de cerises commercialisées est en chute libre. Cette année, nous avons perdu à peu près 50% de nos volumes par rapport à une année normale. Voilà, donc on a plus de tri, on a plus de personnel. Le coût de main-d'œuvre est estimé à plus de 20% cette année par rapport à une année normale. Voilà, donc on a perdu non seulement du tonnage, mais on perd aussi du temps. Confrontés à ces surcoûts de production et impuissants à endiguer la progression de la mouche Suzuki, certains producteurs ont décidé de jeter l'éponge et d'arracher leurs pieds de cerisier. Les autres en appellent au pouvoir public pour les aider à trouver une solution rapidement. Si rien n'est fait, certains craignent que la cerise française disparaisse quasiment des étals d'ici 5 ans. Avant de boucler cette édition, le président français Emmanuel Macron est accueilli pour la première fois par le pape François, une rencontre forcément centrée sur la question des migrants à l'heure où ce dossier déchire les Européens. Le président français Emmanuel Macron a été accueilli mardi matin pour la première fois par le pape. Une rencontre, je viens de le dire, forcément centrée sur la question. Le président français devait offrir au pape une édition ancienne en Italie du journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, écrivain catholique fervent que son hôte apprécie beaucoup à propos des migrants arrivant en Europe qu'il faut accueillir, accompagner, loger et intégrer dans la limite des capacités de chaque pays. Le pape a estimé la semaine dernière qu'il était nécessaire aussi d'investir intelligemment pour leur donner du travail et une éducation dans leur pays d'origine, notamment africain. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.